Donc, je disais, la recharge de caféine est prête. Anthony, on va te laisser la parole. Donc, je te laisse peut-être présenter iExec. Ce sera quand même le plus raisonnable que Hmm. tu présentes iExec en 2 minutes avant. Et donc, Très bien. je, je te laisse y aller. Très bien. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation, parce qu'on pense depuis un petit moment que nous sommes à Exec effectivement bien dans ce topic de faire réutilisation de données, partage de données et aussi nous on appelle ça la décentralisation du cloud. Donc, ça tombe bien que je présente à Exec, puisque justement, une slide à propos de ça. Alors, je suis Anthony Simonet-Boulogne, chercheur responsable des projets scientifiques à Exec. Et nous avons ici Gilles Fedac, fondateur et président d'AExec, qui répondra aux questions. Pour la petite histoire, historique, AExec a été fondé donc par Gilles Fedac en 2016, qui était chercheur à l'INRIA, et Hai Wu-hei, ancien chercheur INRIA et chercheur à l'Académie des sciences de Chine. Alors, tout d'abord, une première particularité d'AExec, c'est que travaillant dans le domaine de la blockchain, elle a été financée principalement par une ICO, une Initial Coin Offering, en avril 2017. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que d'aller vers des banques chercher des financements traditionnels, Gilles et les autres membres de l'époque sont allés vers la communauté blockchain émettre ce qu'on appelle un token, un crypto-jeton, sur la blockchain Ethereum. Et ce token, ils en ont créé un certain nombre de millions, dans les 18 millions environ, et ils ont été vendus contre des bitcoins pour financer la suite du projet. Donc, cette levée de Bitcoin a permis de financer les années de développement qui ont suivi, parce que ça a été un succès. Donc, je crois que ça a été à l'époque une des 5 ICO en France qui ont eu le plus de succès. Et je ne voudrais pas dire un montant trop délirant, mais il me semble que ça a levé l'équivalent en quelques millions de dollars tout de même. Donc, à l'époque, l'idée d'AExec était de réutiliser, de valoriser des résultats, notamment de Gilles, dans le domaine du calcul volontaire, ce qu'on appelait les desktop grids. Donc, l'idée de l'époque était, nous avons des tonnes d'ordinateurs qui ne servent à rien connectés à Internet. Pourquoi ne pas faire de calculs scientifiques sur ces ordinateurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés? Donc, c'est un modèle qui a eu un certain succès au début des années 2000, on pense notamment à Boink et à ExtremeWeb, mais qui n'était pas facilement monétisable. L'arrivée de la blockchain a changé tout ça, et donc AExec a développé pour l'ICO une roadmap qui devait durer 5 ans et qui finalement a été terminée un peu plus tôt que ça, l'année dernière en 2020. Chaque version du logiciel de 2017 à 2020 et bientôt une nouvelle version amène son lot de fonctionnalités. Donc, la première était le cœur vraiment d'AExec, une place de marché décentralisée de la ressource cloud, dont on va parler dans quelques minutes. Et étape par étape, la V3 a amené la possibilité de louer des données, donc de fournir des données sur cette place de marché pour qu'elles soient utilisées avec un certain contrôle et que leur utilisation soit monétisable sans qu'on puisse voler les données. La version 4 a amené notamment les GPU et quelques améliorations de performance, mais maintenant, depuis 2019, on peut faire du calcul GPU sur AExec. La V5 a surtout été une amélioration en termes depuis la V5 en termes de régulation, puisque AExec maintenant est compatible avec les règles de l'AMF. On a une marketplace entreprise qui propose les mêmes fonctionnalités que la marketplace publique dont on va parler, mais sur laquelle il y a un très fort KYC, donc Know Your Customer, où pour entrer sur la place de marché, les acteurs doivent présenter leur identité, prouver qui ils sont, ce qui permet notamment de rassurer les utilisateurs industriels qui sont toujours un peu frileux à l'idée d'aller vers la blockchain. Donc, AExec, vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est une place de marché, une sorte de place d'enchère pour la ressource cloud. Il y a 4 types d'acteurs qui se rencontrent sur AExec. Ce sont les gens qui fournissent des données, les gens qui fournissent des applications et les gens qui fournissent des ressources de calcul, donc les fournisseurs de cloud.
Ça tombe très bien. Juste avant, j'ai compris qu'il y avait des questions sur justement la place des gros acteurs du cloud comme Amazon, Google et Microsoft sur le marché et du coup la petite place qui est laissée aux acteurs plus modestes. En fait, l'idée de cette place de marché ici, c'est d'avoir un point d'entrée unique pour accéder à une variété, une très grande variété de types de ressources et aussi de fournisseurs de ressources. Donc, on lutte contre le vendor locking qui fait que quand on rentre chez un fournisseur comme AWS, petit à petit, on vient à utiliser, utiliser leur service, à se verrouiller dans cette utilisation-là. Mais aussi, on permet de faire une concurrence en termes de qualité et en termes de prix. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que j'ai mes fournisseurs d'applications, de serveurs et de données. En face, j'ai des requesters, donc les utilisateurs qui veulent effectuer un calcul sur ce cloud décentralisé. Et tout le monde fonctionne avec un système d'ordre. Donc, en tant que fournisseur de cloud, par exemple, j'émets un ordre sur la place de marché, un peu comme sur une place de marché financière qui dit… Pardon? Tout le monde fonctionne avec quoi? J'ai pas entendu. Tout le monde fonctionne avec quoi? Tout le monde fonctionne, c'est-à-dire… C'est donneur d'ordre. Ah, c'était donneur d'ordre, ok. Parce qu'il y avait… Vu que tu anglifies ton phrasé, de temps en temps, il y a certains mots qui sont… Désolé, désolé, c'est pas facile. N'hésitez pas à m'interrompre. N'oublie pas que tu as un public qui est hétérogène et qui n'est pas spécialiste d'informatique, ok? Pardon. Fais cet effort-là. Donc, quand on va vers un fournisseur de cloud traditionnel, la manière dont ça se passe, c'est je veux effectuer un calcul, je vais chez Amazon, je mets ma carte bleue et j'ai accès à un ordinateur. Okay. C'est simple. Sauf que c'est trop simple. Donc, au bout d'un moment, on utilise les services d'Amazon, un service, deux services, trois services, et on est verrouillé chez eux. C'est ce qu'on appelle le vendor locking. Si, après 2 ans, je suis plus satisfait des services d'Amazon, c'est très dur d'aller vers Google ou d'aller vers un plus petit fournisseur parce que mon application est très liée aux services d'Amazon et je ne peux plus m'en sortir. Donc, nous, la place de marché d'AExec, c'est une sorte de point d'entrée. On peut voir ça un peu comme le bon coin du calcul. J'ai plein de fournisseurs qui mettent leurs services à proposition. Ils émettent des ordres de marché, comme sur une place financière. Donc, en tant que fournisseur de cloud provider, je dis, je suis prêt à exécuter tel type d'application pour tel montant. Et je mets un ordre. Et tous les fournisseurs vont faire ça. Ce qui fait que déjà, il y a une mise en concurrence sur le prix. Le prix que les fournisseurs vont proposer va être adapté au prix courant du marché de la ressource de calcul. Et en face, j'ai mes utilisateurs, mes requesters, qui veulent faire un calcul. Donc là, ils n'arrivent plus avec leur carte bleue, ils arrivent avec des jetons, on en parlera un peu plus tard, sur la blockchain, une crypto-monnaie, et ils disent, moi, j'ai cette application que je voudrais exécuter, qu'est-ce qu'il y a comme ressource? Donc, ils émettent un ordre. Je voudrais exécuter tel type d'application et je suis prêt à payer ce prix maximum. Et la place de marché, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre en correspondance ces deux types d'ordres. Elle va dire, eh bien voilà, il y a tous ces fournisseurs qui peuvent exécuter ce que tu veux au prix que tu veux. Et puis d'ailleurs, c'est celui-là le meilleur. Tiens, vas-y, prends-le. En plus de ça, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont décrites là, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps de parler. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas juste une place de marché qui met en correspondance des fournisseurs et des consommateurs, mais on est une place de marché décentralisée. Alors, le décentralisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est déployé, cette logique-là, elle n'est plus hébergée juste sur Amazon, elle est déployée sur une blockchain. Donc, tous les programmes sont exécutés, répliqués et validés par un consensus décentralisé. Donc, la logique de correspondance des ordres, de détermination des prix, n'est pas contrôlée par AExec. On a développé la plateforme, on l'a déployée, mais on ne la contrôle pas. On ne peut pas la censurer. On ne peut pas dire, toi, tu n'as plus le droit de venir déposer des ordres ou faire des calculs. On ne peut pas contrôler les prix. On ne peut pas dire, toi, tu n'es pas assez cher, toi, tu es trop cher, ou tout d'un coup, on augmente nos frais, par exemple. On ne peut pas non plus falsifier les exécutions. On ne peut pas truquer les résultats d'un calcul. On ne peut pas changer des données. Alors que lorsque vous mettez vos données chez Amazon, ben finalement, Amazon a tout contrôle sur vos données et sur le code des applications et pourrait peut-être, on ne sait pas, aller modifier le code de vos applications qui traitent vos données et ainsi de suite.
Donc, je pense que je vais passer assez rapidement sur les slides suivantes parce qu'elles sont un peu plus techniques. Mais d'une manière générale, je pense que tout ce qui est là, je l'ai dit. En termes d'étapes, je suis utilisateur. Je vais choisir une application. On dit DApp, c'est pour application décentralisée. Je vais sur le marketplace choisir les ressources que je veux. Ensuite, les ressources, c'est plus sur la blockchain. Ce sont des ressources qu'on appelle off-chain dans le monde réel. Donc, ce sont des gens comme vous et moi qui peuvent mettre à contribution des ordinateurs qu'ils ont à la maison, ou ça peut être des fournisseurs de cloud. Mais là, du coup, on vise des fournisseurs de cloud de plus modestes, parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais il y a plein de petits fournisseurs de cloud, de gens qui ont des ressources et qui les dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes de France et qui les louent. Et ensuite, on a un protocole de confiance, on va dire, qui fait que ma tâche de calcul, suivant l'importance que je lui donne, je peux la répliquer. Je peux ensuite faire que les workers, les serveurs qui l'exécutent, ils vont renvoyer leurs résultats sur la blockchain, là où il y a un consensus sur le résultat. Et c'est ce consensus décentralisé que ni AExec ni personne d'autre ne contrôle. C'est ce consensus qui va valider que l'exécution s'est bien passée. Et seulement une fois que cette exécution s'est bien passée, que ça a été validé sur la chaîne, le paiement se fait aussi sur la chaîne et l'utilisateur obtient son résultat. Donc, ça fait beaucoup d'étapes en plus. C'est beaucoup plus lent. Mais par contre, à la fin, sur notre résultat, on a une confiance qui est beaucoup plus élevée par rapport à quand on va vers un fournisseur de cloud habituel. Question, Anthony, sur ce schéma. Dans les workers et worker pools, vous pouvez avoir des structures de genre SETI at home ou folding at home, c'est-à-dire vous pourriez avoir un regroupement d'utilisateurs qui louent leurs ordinateurs privés. Oui, tout à fait. C'est possible, ça? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le modèle historique d'AExec, puisque à l'origine, le logiciel était basé sur ExtremeWeb, qui est un équivalent à Boink. Donc, c'était vraiment le modèle. Là, donc, la manière dont ça fonctionne, en allant plus en détail, c'est que mes workers, ce sont donc des serveurs individuels. C'est juste un petit conteneur Docker à télécharger, à exécuter sur son ordinateur. Donc, on peut le faire à la maison. Et la manière dont ça se passe, c'est que les workers s'organisent en worker pool, c'est-à-dire des groupes de workers. Et au sommet de la worker pool, il y a ce qu'on appelle un scheduler, mais qui est plutôt une espèce de gestionnaire de worker pool, qui lui est connecté à la blockchain et fait l'interface entre la blockchain et les workers. Il observe la blockchain et il dit, tiens, là, il y a du travail à faire, hop, je vous le distribue, et puis on se partage le paiement. Donc, on peut vraiment avoir ce modèle qui est un peu plus communautaire, où les gens mettent un petit nombre de ressources en commun dans ces grosses pools, enfin, pour former des pools plus grosses, ou alors on peut avoir des fournisseurs de cloud du genre, j'ai un cluster avec 100 machines et je peux les mettre, enfin, faire la publicité, les louer sur la marketplace tout le temps, ou juste quand j'ai peu d'exécution, peu de besoins pour moi, donc je valorise ces 20% de ressources non utilisées à certains moments. Donc là, je pense que je vais passer assez vite parce que ça devient un peu technique, mais donc il y a cette idée qu'on fonctionne par ordre. Les ordres, ce sont des objets cryptographiques qui sont signés par des clés privées qui appartiennent aux utilisateurs. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est ça qui prouve que les émetteurs d'ordre sont bien qui ils sont censés être ou qui ils prétendent être. Par exemple, si je fournis un serveur, il n'y a que, enfin, pas un mauvais exemple. Si je fournis une application, il n'y a que moi qui peux le faire. J'ai la preuve cryptographique que c'est bien moi qui fournis l'application. Et si je veux consommer une application, c'est pareil. J'ai une preuve cryptographique que c'est bien moi qui fais la demande et c'est connecté à la blockchain et ça prouve au moment où je fais la demande que j'ai bien les fonds pour payer les calculs à la fin. Et c'est ça qui est aussi important dans le mécanisme de confiance. On n'a plus besoin d'une entité comme Amazon pour valider les paiements parce que c'est fait sur la blockchain. Donc, je pense assez rapidement là-dessus. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on a deux types de tâches avec deux niveaux de confiance très, très différents qui s'exécutent sur AExec. Le modèle standard qui avait été développé en premier, c'est un modèle qui est plutôt basé sur effectivement les choses comme Boink, où on dit, je veux avoir confiance dans le résultat de mon calcul, donc je vais, à partir d'un niveau de trust que je veux, une espèce de petite réglette de confiance, plus je pousse vers la droite, plus je veux de confiance, plus il y aura de réplication, plus en plus il y a des mécanismes de réputation qui sont mis en jeu.
Et finalement, le protocole sur la blockchain ne validera le résultat de mon exécution que lorsque j'aurai suffisamment de workers qui ont répliqué ma tâche et que suffisamment de workers avec une réputation suffisamment élevée. Donc, il y a une espèce de score comme ça qui se calcule. Et une fois que le résultat, parce qu'il a été répliqué par des gens de confiance, est validé, le paiement se fait de manière atomique sur la chaîne et tout le monde reçoit son argent et l'utilisateur qui avait demandé l'exécution reçoit son résultat. Donc, il y a un mécanisme de réputation et il y a aussi un mécanisme de staking qui, en très simple, veut dire lorsque je mets mon serveur pour faire une exécution, je mets de l'argent en jeu. Je bloque de l'argent sur la chaîne et si jamais je me comporte mal, cet argent me sera pris. Par contre, si je me comporte bien, cet argent me sera rendu et en plus, je serai payé. Donc ça fait partie des mécanismes économiques qui encouragent les bons comportements sur la plateforme. En termes informatiques aussi, le problème avec cette histoire de réplication, je pense que les informaticiens ont compris, c'est que les tâches doivent être déterministes. Bon, c'est une limite. Et donc, en face de ça, notamment une réponse au déterminisme, mais pas seulement, c'est les tâches TI. Donc là, on se passe de la réplication parce que nos tâches sont exécutées dans des processeurs sécurisés qui valident cryptographiquement que le code utilisé est le bon. La manière dont ça se passe, TI, c'est on chiffre tout de bout en bout. L'utilisateur, au moment où il fait sa demande, où il fournit les données à calculer, il les chiffre de manière à ce qu'elles ne puissent être déchiffrées que par l'application qui a été décidée précédemment et dans un processeur Intel avec l'extension SGX. Donc, ces processeurs, c'est la slide suivante, pour faire simple. Il faut imaginer que dans le processeur, il y a une enclave sécurisée, chiffrée, qui est totalement isolée du reste de l'ordinateur, totalement isolée du système d'exploitation. Et il n'y a que cette micro-enclave qui peut déchiffrer les données parce que les données sont chiffrées avec une clé de chiffrement qui est présente dans l'enclave, pour faire simple. Donc, en tant qu'utilisateur, si j'utilise une tâche TI, je sais que mes données seront toujours chiffrées jusque dans le processeur, que personne dans le réseau, ni chez exec, ni le possesseur de la machine, ou qui soit, ne pourra les voir. Mais je sais également à la fin que le résultat que j'obtiens, il vient bien de l'application que j'avais décidée, parce que tout est signé, parce que d'abord, il n'y a que elle qui pouvait déchiffrer mes données, et qu'en plus, le résultat est signé. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de réplication. Je sais que mon résultat est correct, parce que cryptographiquement, il y a la preuve qu'il a été généré par ce code. Et bien entendu, on chiffre le résultat de l'exécution, ce qui fait que quand on va vers un fournisseur de cloud dont vraiment on n'a pas confiance, qui est typiquement le cas dont on parlait précédemment, où les ressources sont chez les gens, on n'a pas à se soucier de la confidentialité. Plutôt, la confidentialité est garantie. Donc, sur ces technologies, une chose importante aussi, c'est qu'elles sont extrêmement prometteuses. Elles sont en train de changer vraiment la donne du calcul, de la confidentialité et de la vie privée dans le cloud, mais elles sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Et donc, AEXEC, justement, fournit une couche d'abstraction qui permet plus facilement à n'importe qui d'accéder à cette technologie de calcul extrêmement sécurisée. Anthony, une question. Oui. Il y a quand même un moment où tes données sont décryptées. Quand tu rentres dans cette partie du processeur qui est trusted, tu es obligé de décoder tes données. Bien sûr. Alors, en sécurité… c'est une fragilité quand même. Bien sûr. En sécurité, on ne promet jamais la sécurité absolue. Mais par contre, on fait des compromis de sécurité. Et donc là, typiquement, les données sont déchiffrées dans la puce du CPU. Elles ne sont jamais en mémoire centrale de l'ordinateur. Elles ne sont jamais dans le cache principal du processeur. Ce qui fait que pour voir ces données, il faudrait vraiment y aller avec une machine à rayon X et arriver à observer les circuits. Ce qui n'est pas impossible. Mais j'entends, mais juste une question. Oui. Juste une question. Ça veut dire que ton processeur qui va faire donc le décodage et les calculs doit être positionné chez une personne de confiance. Non. Non, parce que en fait, la manière dont ça se passe, c'est que je ne maîtrise vraiment pas le sujet entièrement, mais quand le calcul démarre, il y a un canal sécurisé qui est créé entre le fournisseur de données et
et cette enclave. Et l'enclave génère une paire de clés unique pour cette exécution, conserve la clé privée. Donc, la clé privée est dans l'enclave, elle n'est pas déchiffrable dans le monde réel, et fournit la clé publique à la personne qui va chiffrer les données. Okay. Donc, voilà. Après, ça, c'est la version très simplifiée. En fait, pour industrialiser ça, comme on ne peut pas justement donner directement accès au CPU sécurisé à l'utilisateur, on a des intermédiaires qui mettent en place la gestion des clés. Et ça, c'est vraiment le point très sensible en ce moment. C'est pas tellement dans l'enclave que ça se passe, mais c'est en amont, dans la préparation de l'enclave, que là, il y a des petites subtilités où il est vraiment très difficile d'arriver à mettre en place cette exécution sans jamais permettre à qui que ce soit à un moment d'arriver à voir un petit bout de clé. Mais en tout cas, une fois que c'est dans l'enclave, rien n'est jamais absolument sécurisé, mais on considère que vraiment, pour y arriver à voler des données là, il faut vraiment s'accrocher. En tout cas, ça vaudrait le coup de faire de la redondance en termes de calcul, mais beaucoup moins que dans le premier modèle. Voilà, disons qu'en termes de redondance, là, on n'a plus vraiment le même modèle de faute. Dans le premier cas, le modèle, c'est des gens vont me mentir. Peut-être qu'ils ne vont pas faire le calcul et m'envoyer un résultat aléatoire. Peut-être qu'ils vont vouloir falsifier mon résultat. Oui, là, comment on a cette preuve que du coup, en termes de confiance, on n'a pas besoin de redondance. On pourrait avoir de la redondance pour la disponibilité, de la performance, mais en termes de confiance, elle est plus utile. Okay. Merci. Pardon, excusez-moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Rosalec. Est-ce que, en termes de sécurité, au niveau de l'enclave, est-ce que, pour paraphraser un peu ou faire une analogie, est-ce que c'est comme la conservation des clés ou des empreintes chez Apple au niveau même d'une cache spécifique qui est inviolable? C'est le même type de technologie, oui. D'accord, merci beaucoup. Et donc, ces puces SGX, elles sont présentes typiquement dans les processeurs Intel i5, i7, qui sont dans tous les MacBooks depuis 2017, je crois, et qui est très peu utilisé, parce que Apple choisit de ne pas laisser les développeurs de la machine utiliser cette puce. Apple la réserve pour le système d'exploitation. Elle est notamment utilisée au moment où l'ordinateur démarre pour vérifier l'intégrité du système d'exploitation. Mais effectivement, c'est le même type de technologie qui est utilisé dans les téléphones Apple pour stocker les données de biométrie. Du coup, on m'a dit peut-être qu'il faut être un peu plus général sur la blockchain. Donc, juste un point important, mais je vais passer vite, c'est la blockchain, c'est un monde un peu sauvage. C'est un monde qui n'est pas facile à comprendre. J'ai une question, mais avec votre système, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à quelqu'un de malveillant qui commande des calculs pour aller justement mettre des virus ou d'autres, ou aller attaquer des ordinateurs qui, eux, fournissent de la puissance de calcul? Alors après, il y a effectivement tout un système d'intergiciel avec de l'isolation. A priori, non. Pas plus qu'en utilisant Amazon, on peut corrompre leur machine virtuelle ou leur serveur. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire que ça ne s'est jamais produit. Mais ce n'est pas plus un souci, ça, que c'est un fournisseur de cloud traditionnel. Du coup, donc sur la blockchain, on insiste vraiment sur le côté décentralisé d'Exec parce qu'on pense que la blockchain a un surcoût, typiquement en termes de performance et de coût. La blockchain, c'est cher. Mais on met l'accent sur le fait que la décentralisation qu'elle apporte a une valeur ajoutée. Et quelque chose d'important à comprendre, c'est que blockchain ne veut pas forcément dire sécurité. À Exec, on insiste vraiment sur le fait que les blockchains doivent être décentralisées. Décentralisées dans le sens où les nœuds de la chaîne doivent être distants et contrôlés par des personnes ou des entités différentes. On se méfie beaucoup des chaînes, des blockchains, où finalement tous les serveurs qui valident la chaîne sont dans la même pièce, contrôlés par la même personne, et où on a un sentiment d'avoir une blockchain, mais en fait, derrière, on n'a pas beaucoup mieux qu'une base de données centralisée. Donc, notre modèle de cloud décentralisé, ce que ça fait, c'est d'un côté, si on va vers Amazon ou Google, bien entendu, c'est eux qui contrôlent les prix. Bien entendu, une fois qu'on a mis la carte bleue et qu'on a cliqué sur le bouton pour lancer le calcul, on ne sait pas ce qui se passe. On perd le contrôle des données parce qu'une fois qu'elles sont dans les nuages, elles peuvent être copiées, répliquées, modifiées. Et du coup, quand on récupère le résultat du calcul aussi, on fait un peu toujours confiance aveuglément à ceux qui a fourni le résultat
et on a perdu la provenance. Nous, ce qu'on essaie de vendre, c'est un modèle qui est donc décentralisé, où AExec maintient la plateforme, mais ne la contrôle pas. Donc, on ne peut pas censurer, on ne décide pas des prix, on ne peut pas empêcher les gens de venir, et surtout, toutes les exécutions, chaque utilisation d'une donnée, chaque utilisation d'une application fait un enregistrement dans la blockchain. Donc, si je mets une application en location, je pourrais voir toutes les utilisations qui ont été faites avec. Et pareil pour un serveur et tout le reste. Et quand je vais vers une worker pool pour lui demander de faire du travail, je peux voir son historique. Et je peux voir aussi comment elle a réussi les calculs précédents. Et si je vois que finalement, elle n'a pas bonne réputation parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, je vais aller vers une autre. Donc, c'est un peu ça, la confiance. La confiance, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc, je pense que je vais accélérer un peu, mais en termes de use case, donc, pour les fournisseurs d'applications et de données, on permet de monétiser facilement des données ou des applications que vous avez déjà. Ce TI qui permet de chiffrer les données, ça permet également de louer des données. Si vous avez un modèle de machine learning entraîné ou un jeu de données qui vaut très cher, vous pouvez le mettre en location, il pourrait être utilisé, vous pourrez être payé par utilisation. À chaque utilisation, vous pouvez dire « je veux 1 € » et vous serez payé 1 €, mais l'utilisateur ne pourra pas copier vos données, les voler ou les modifier. Donc ça, c'est plutôt unique. En fournisseur de ressources de calcul, c'est pareil. On espère que ça va permettre à des petits fournisseurs de cloud de venir contribuer leurs ressources et permettre également aux gens d'accéder à plus de ressources. Donc, du point de vue de l'utilisateur, on distingue 3 types d'utilisateurs. Il y a les gens, comme vous et moi, qui peuvent aller vers la plateforme pour exécuter des tâches sans être contraints à un fournisseur, puisque ça permettra à la fin d'avoir accès à plusieurs fournisseurs de calcul différents avec une plus grande variété de ressources. Ça peut également être utilisé par des applications qu'on appelle Web 2, donc traditionnelles, à travers nos API. Et surtout, très intéressant, ça permet d'être utilisé directement par les smart contracts, c'est-à-dire par des applications qui sont déjà sur la blockchain. Donc, si j'ai une application qui tourne sur la blockchain Ethereum, depuis cette application, je peux exécuter une tâche sur AExec dans le monde réel. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très compliqué. En termes de déploiement, cette slide, c'est juste pour dire nous sommes déployés dans le monde réel. Nous avons AExec public, qui est donc sur la blockchain Ethereum, qui coûte relativement cher parce qu'en ce moment, le prix du gaz, l'unité de paiement pour faire des calculs sur Ethereum est très, très cher. Et à côté de ça, on a donc une sidechain qui est une chaîne plus petite, mais qui, pour le coup, est principalement contrôlée par AExec, mais sur laquelle il n'y a pas de frais de gaz. Entre les deux, on a un système de bridge, de confiance, qui permet d'échanger des jetons et de faire vivre cet écosystème. Ça, c'est pour le moment. Maintenant, pour revenir plus au sujet du musée Covid, on a réfléchi à des petits use cases. Alors, ce n'est pas des use cases auxquels on a réfléchi hier. En fait, c'est des choses auxquelles on pense depuis principalement l'année dernière, je pense. Donc, l'année dernière, on avait répondu à l'appel du ministère des Armées, l'appel Covid, qu'on n'avait pas eu. Mais l'idée qu'on avait à l'époque, c'était de dire... c'était de dire, pour cette lutte contre le Covid, et à l'époque, on manquait beaucoup d'informations fiables, on ne comprenait pas bien comment les décisions étaient prises. On n'avait que des consignes et des données nationales à très gros grains, et on se disait, et si les gens, individuellement, pouvaient fournir des données sur leur état de santé, des données personnelles, mais aussi des données sur leur environnement. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tout ça en commun dans une espèce de grosse machine à faire du calcul pour fournir des données qui seraient utiles à tout le monde? Et à l'époque, donc on a fait une proposition basée sur AExec en disant les solutions existantes ne permettent pas de faire ça parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans les plateformes en fait. Une fois que j'ai envoyé mes données de température, de rythme cardiaque et mes antécédents médicaux chez Amazon ou Google, elles sont perdues et je ne sais pas si jamais elles fuitent, est-ce que je pourrais jamais les récupérer? Donc là, la solution qui a été poussée par AExec à l'époque, c'était justement d'utiliser ces technologies de TI, de Trusted Execution Environment, en disant non seulement avec AExec, on permet à chaque utilisateur de chiffrer ses données avant de les envoyer vers AExec, mais surtout ce qu'on fait, c'est qu'au moment de chiffrer, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on choisit quelle application pourra déchiffrer. Donc, lorsque j'envoie mes données dans le cloud, elles ne sont plus perdues à tout jamais, elles ne pourront pas être copiées sans mon accord.
Parce que je sais que la seule ou les seules applications qui peuvent effectivement déchiffrer mes données, c'est celles que j'ai approuvées à l'avance. Donc, je n'aurai pas de surprise sur le fait que finalement, mes données ont été utilisées pour quelque chose que je n'avais pas approuvé. Donc, non seulement je sais qu'elles ne seront pas volées dans le réseau, je sais qu'elles ne fuiteront pas, mais en plus, je sais qu'elles sont utilisées exactement comme je l'avais décidé. Et si jamais les données elles sont volées quelque part, je m'en fiche parce qu'elles seront toujours chiffrées. Et l'autre chose importante, c'est aussi une fois que mes données, je les ai envoyées dans le cloud à exec, j'ai un historique, une trace de toutes les exécutions qui sont faites avec. Donc, je peux effectivement voir mon test PCR et ma température du 24 avril 2020. Elle a été utilisée par cette application à telle heure, telle heure, telle heure. Et du coup, ce qu'on gagne également, c'est de la traçabilité. Donc, on pense ici qu'on commence à adresser, on va dire, une sous-partie du FAIR sur la réutilisabilité et l'accessibilité, parce qu'une fois qu'on a fourni le résultat et qu'on l'a publié, la question suivante, c'est comment est-ce que je démontre aux gens qui vont voir mon résultat que le calcul a été fait correctement. Moi, j'ai confiance sur le fait que mes données ont été utilisées par des applications que j'avais approuvées. Mais comment est-ce que je prouve aux gens que finalement, ma moyenne de taux d'incidence sur le département du Rhône, il a bien été calculé correctement avec les bonnes données? Ça, TIL permet parce que le résultat, la donnée résultat du calcul porte la trace cryptographique de l'application qui a généré la donnée. Donc, on peut aller voir à exec, on peut dire, au fait, c'est quoi l'application qui m'a généré cette donnée? Voilà, c'est celle-là. Tu peux voir le code. Tu peux aussi voir, suivant les cas, voir les données, voir d'où viennent, qui étaient les fournisseurs de données, même si les données sont chiffrées, voir qui étaient les fournisseurs de données qui ont permis l'analyse. Et du coup, on transmet cette confiance dans toute la chaîne du fournisseur de données jusqu'aux personnes qui récupèrent le résultat de l'exécution. Est-ce que c'est transparent? C'est-à-dire, est-ce que ce code qui est exécuté peut être... Il faut passer par vous ou est-ce qu'on peut le lire sans passer par vous? Alors, le code qui fait l'analyse de données, le code de la tâche, c'est typiquement des conteneurs Docker. Donc, ça supporte plusieurs langages. Et en fait, ça ne dépend pas de nous. Si le fournisseur d'application a décidé de publier le code, oui, vous pourrez le lire. En fait, ce que vous récupérez, c'est cette donnée, elle vient de ce conteneur Docker avec cet identifiant, et ensuite, vous pouvez aller voir le code. Si le code, s'il y a le code source, si c'est du Python, par exemple. Le code source est ouvert, on peut le suivre, sinon on ne peut pas le suivre. OK. Ça, exactement. Et autre question, dans toutes ces données médicales, une des vraies problématiques, c'est l'anonymat. Et donc, je comprends bien que j'ai un identifiant unique qui est lié à mon accès à la blockchain et à l'identifiant que je vais avoir sur la blockchain. Comment je suis garanti qu'il est connecté à rien d'autre que cet identifiant? Il y a une possibilité d'avoir cette garantie ou pas? En fait, donc la blockchain, c'est du pseudonymat. Donc, le fait de garantir l'anonymité entre l'adresse de l'utilisateur, l'adresse Ethereum de l'utilisateur et sa vraie identité, on va dire que c'est hors de notre scope. C'est à l'utilisateur lui-même de s'en charger. D'accord. Par contre, après, sur le traitement des données à l'intérieur, là, c'est pareil en fait. On pourrait imaginer un système où l'application qui est au milieu ici, elle fait de l'anonymisation. Donc, elle reçoit des données chiffrées, les données restent chiffrées dans l'enclave sécurisée. À l'intérieur de l'enclave sécurisée, elle fait de l'anonymisation. Elle génère un autre dataset qui lui aussi est chiffré différemment et qui pourrait être utilisé par d'autres applications. Mais nous, on exécute des applications, on ne garantit pas que l'application à l'intérieur, elle se comporte correctement, qu'elle a bien anonymisé et qu'il n'est pas possible de déanonymiser, par exemple. Non, le seul endroit pour anonymiser correctement, c'est que l'utilisateur anonymise lui-même correctement. Ce qui est tout à fait possible aussi. D'accord. Du coup, il faut que je parte dans 3 minutes, mais je pense que je peux rapidement parler, ou alors Gilles, je ne sais pas si tu veux prendre le relais sur la recherche. Mais actuellement, on est donc dans 2 projets H2020
dont un qui, je pense, est tout à fait dans le topic, dont j'ai rajouté une slide juste pour vous tout à l'heure, vous deux d'ailleurs. OnToChain, donc j'ai mis une slide là. C'est un projet H2020 qui est de type financement en cascade. Donc, le consortium reçoit 6 ou 8 millions d'euros, je ne sais plus, et doit reverser 70% à travers des appels à projets pour des plus petits projets. Et le scope d'OnToChain, c'est comment faire de l'échange de données avec confiance de manière sécurisée sur Internet. Comment est-ce que je peux créer des modèles économiques qui valorisent les bonnes contributions de données plutôt que finalement fournir des services gratuits qui vont voler les données personnelles. Comment est-ce que je fais de la traçabilité entre les données? Comment est-ce que je peux attacher des scores de confiance à des données que je trouve sur Internet? Comment est-ce que je peux faire de la vérification sur les réseaux sociaux? Et donc, c'est basé sur des technologies de web sémantique. Et notamment, ce que dans le domaine du blockchain, de la blockchain, on appelle des oracles. Les oracles qui sont des programmes qui permettent de faire rentrer des données du monde réel sur le monde tout à fait clos de la blockchain. Donc, OnToChain est tout à fait pertinent. À travers OnToChain, on regarde notamment beaucoup des idées de marketplace de données. Des marketplaces décentralisés, donc où il y aurait de la confiance et de la démocratie, où les gens peuvent fournir des données, être payés, avoir de la gouvernance, on va dire mettre des règles très très fortes sur ce qu'on peut faire avec leurs données, leur donner du contrôle aussi, pas juste leur dire ce qu'on fait avec leurs données, mais aussi techniquement empêcher qu'on puisse faire quelque chose d'illégal. Et donc créer un écosystème de valorisation de données. Et Data Cloud, c'est un autre projet sur lequel on travaille qui est plutôt autour du cloud, du Fog Edge Computing, donc du cloud distribué. On a également un laboratoire joint qui est en train de démarrer avec l'INSA de Lyon. Donc ça, c'est plutôt autour de l'interopérabilité et la performance des chaînes. Donc, on réfléchit à comment connecter les chaînes entre elles, puisque maintenant, on dit la blockchain, mais en fait, la blockchain, c'est plein de petites et grosses chaînes qui vivent toutes en vase clos et de manière hermétique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire voyager de l'information et de la valeur entre ces chaînes? C'est quelque chose que nous regardons beaucoup parce que, en fait, dans le vocabulaire blockchain, AExec fait du off-chain computing. Et donc, étant off-chain, on est bien placé pour justement transmettre cette confiance. Et on regarde également tout ce qui est autour des preuves zero knowledge, donc des preuves à divulgation nulle de connaissances qui, très rapidement, permettent de fournir à quelqu'un la preuve d'un état que je possède, mais sans révéler l'information qui est derrière. Donc, par exemple, typiquement, je vous prouve absolument que j'ai plus de 18 ans, mais sans vous montrer ma carte d'identité. Je vous prouve que j'ai une voiture immatriculée en France, mais sans vous montrer ma plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est des choses qu'on garde aussi assez activement. J'ai parlé un peu de projet H2020. Ça, c'est quelques ressources. Si vous voulez démarrer, essayer d'expérimenter avec AExec. On a notamment ici sur developers.iex.ec des petits parcours de prise en main qui sont vraiment du clic-bouton pour voir comment on peut fournir son adresse email à un service qui va envoyer un email, mais sans voir votre adresse email, ce genre de choses. Je pense que le reste, c'est un peu plus technique. Et puis, je suis désolé, je suis allé un peu vite vers la fin, mais, parce que je dois partir, mais j'ai terminé. Je vais passer la parole à Gilles pour répondre aux questions, je pense. Merci, Anthony. Ouais. Anthony, merci beaucoup. C'était très clair. Même si c'était très technique, c'était quand même très clair. J'ai essayé. Merci. Donc, je peux répondre aux questions s'il y en a, avec beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si je serai aussi efficace qu'Anthony, parce que j'ai trouvé que c'était bien. L'impression d'Anthony, j'ai toujours l'impression d'apprendre plein de choses. Alors, y a-t-il des questions dans la salle virtuelle? Il y a peut-être une petite précision que j'aimerais apporter parce qu'en écoutant et tout, je me dis qu'il y a peut-être une précision à apporter. Pendant toute la présentation, vous avez entendu parler de place de marché. Et une place de marché, quelque part, ça sous-entend qu'on va payer pour quelque chose.
Alors, en réalité, ce qu'on a développé, effectivement, le modèle original, c'était celui-là. Hein, les gens payent pour de l'usage en fait, de ressources informatiques. Mais techniquement, c'est beaucoup plus large que ça en réalité. En réalité, techniquement, une place de marché, d'abord, ce n'est pas forcément la transmission de valeur. On peut simplement autoriser l'usage. On peut simplement donner à quelqu'un la possibilité d'utiliser nos ressources. Une ressource, ça peut être sa machine, ça peut être son jeu de données, ça peut être une application. Donc, en réalité, la place de marché, c'est l'endroit où on fait la gouvernance. Donc, une forme particulière de gouvernance, c'est effectivement la transmission monétaire, mais pas nécessairement. Et lorsqu'on utilise des jetons type crypto-monnaie, en fait, on peut avoir plein de modèles économiques ou sociaux radicalement différents de simplement payer pour. Donc, par exemple, les gens, en ce moment, on a des modèles du style pour inciter à des comportements. Donc, par exemple, là, on travaille avec un acteur économique qui est dans le transport et la mobilité, disons dans la mobilité. Et par exemple, eux veulent émettre des jetons pour récompenser les gens lorsqu'ils font du covoiturage. Donc, on peut imaginer plein de mécanismes qui sont des mécanismes incitatifs qu'on va toujours construire avec avec les mêmes technologies, mais qui ne sont pas nécessairement du paiement. D'accord. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Oui. Christophe. Merci à vous deux là. Comment vous vous positionnez par rapport à toute la famille de distributed ledger en fait? C'est-à-dire qu'il y a la blockchain, mais il y a aussi une version directe acyclique graph, DAG, et tout un tas d'autres familles. Vous êtes resté avec Ethereum et la blockchain en fait que tout le monde connaît, où vous allez aussi regarder d'autres technologies distribuées. Alors, réponse courte et réponse longue. Réponse courte, on est ce qu'on appelle blockchain agnostique. Donc, en fait, on a plutôt vocation, nous, finalement, à s'interconnecter avec tout et n'importe quoi, tant qu'il y a les fonctionnalités les plus importantes de la blockchain, quoi. C'est-à-dire que ce soit un système sans confiance a priori, que ce soit un système ouvert, un système sur lequel on peut déployer ce qu'on appelle des smart contracts, donc le code qui va s'exécuter sur la blockchain. Bon, ça, c'est vraiment la réponse courte. La réponse longue, c'est qu'en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Construire quelque chose sur une blockchain, c'est quand même très compliqué. En réalité, on est très rapidement obligé de faire du travail bas niveau, notamment pour les questions de sécurité. C'est-à-dire qu'écrire un smart contract quelconque, ce n'est pas très compliqué. Écrire un smart contract dans lequel on a suffisamment de confiance pour qu'il puisse s'exécuter de manière autonome. Un smart contract, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un smart contract, quand vous l'écrivez et que vous le déployez sur une blockchain, il est plus modifiable. Donc, s'il doit gérer de la valeur, il ne faut pas se tromper. Parce que s'il y a une erreur et que les fonds, par exemple, sont bloqués, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, toutes les procédures qu'on met en place pour faire les audits de sécurité sur ces smart contracts sont vraiment compliquées. Et très rapidement, en fait, on est vraiment obligé de comprendre les sous-jacents de la blockchain sur laquelle on s'exécute. Donc, par exemple, sur Ethereum, il y a toute une série d'attaques qui ressemblaient un peu, alors là, le mot est particulièrement barbare et technique, mais ce qu'on appelle des race conditions. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'on doit comprendre comment fonctionne cette machine virtuelle qui est sous-jacente à la blockchain pour arriver à comprendre dans quel ordre s'exécutent les choses. Parce que si on ne fait pas ça bien correctement, en fait, les gens ont la possibilité de mener des attaques en comprenant que finalement, il y a des espèces de conditions un peu bizarres dans l'ordre sur lesquelles les choses s'exécutent qui permettraient d'arriver à soit bloquer l'exécution, soit à la faire subvenir de façon, on va dire, qu'on peut exploiter d'une façon sécurité. Donc, les autres blockchains, honnêtement, pour l'instant, on a surtout Bitcoin, on a surtout Ethereum, quoi. Les autres, en termes d'écosystème, en termes de… OK, sur le papier, c'est bien, ça fait un ou deux papiers scientifiques, mais en termes de…
vraiment de maturité de l'écosystème, elles sont quand même largement en dessous. Et même Ethereum, ça reste encore quelque chose de… Je veux dire, quand on programme pour Ethereum, on a plus l'impression de programmer pour des cartes à puce ou des microcontrôleurs des années 80 que pour des choses très évoluées. Excusez-moi. Excusez-moi. Et on paye comment vos services? On paye avec des bitcoins, avec toutes les monnaies, toutes les crypto-monnaies, ou bien je paye juste avec mon Amex ou ma carte Fortuneo? Alors, donc, ouais, c'est une question intéressante. La façon dont iExec est financé, ça a été par l'émission d'une crypto-monnaie qui s'appelle le RLC. Donc, en interne, au sein de la place de marché, toutes les transactions ont lieu avec le RLC parce que le protocole de la place de marché qui met en jeu des principes économiques, il a été architecturé autour du RLC. Donc, le RLC, c'était à la fois la brique de base pour construire ce protocole et en même temps la condition nécessaire pour qu'il existe. Alors ensuite, ce qui existe maintenant, c'est que l'univers, on va dire, crypto-monnaie, lui, est suffisamment développé pour que lorsque l'on arrive avec soit d'autres crypto-monnaies, soit même avec sa carte bancaire, c'est très facile d'obtenir des RLC. Donc aujourd'hui, on peut obtenir très facilement des RLC simplement en payant avec sa carte bancaire ou en faisant des virements, si c'est pour des sommes plus conséquentes, en faisant des virements vers des places de marché spécialisées. Mais bon, là, ou alors si on a déjà des crypto-monnaies, on peut directement les échanger au sein de places de marché décentralisées. Donc l'univers s'est beaucoup développé ces dernières années. Aujourd'hui, manipuler des crypto-monnaies, ce n'est pas très difficile. Et la question, la partie inverse existe aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez gagné des RLC en offrant votre machine à travers la place de marché, vous pouvez directement les dépenser, par exemple, sur une carte bleue, une carte Visa. Donc, vous pouvez aller au restaurant quand ils ouvriront et directement payer votre repas avec votre carte bleue, une carte Visa ou Mastercard adossée à des RLC. On a une question dans la salle. Oui, non, c'était un peu la même chose. Pardon, excusez-moi. Attends, Célestin, 2 secondes. Ma question, c'était comment est-ce que vous faites des sous? Donc, vous prenez une commission à chaque fois qu'il y a une transaction ou, Non, on ne prend pas de commission. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir le protocole le plus décentralisé possible et que iExec ne soit à aucun moment je veux dire, l'intermédiaire entre qui que ce soit. Donc, effectivement, c'est une place de marché qui est totalement ouverte. On ne peut pas empêcher les gens de s'insérer dans cette place de marché. Et on prend évidemment 0 commission. Il y a 0 frais de commission dans les transactions. Et vous gagnez votre vie comment alors? Alors, la façon dont on gagne notre vie, c'est que lorsque l'on a vendu les RLC, on n'a pas vendu tous les RLC, on a gardé une partie des RLC. Donc, on a gardé à peu près 20 millions de RLC sur les 87 millions existants. Des RLC, on ne pourra plus jamais en créer. Donc, ils ont été vendus en une seule fois le 19 avril 2017. Et en fait, c'est 20 millions de RLC qui nous restent. Maintenant, il existe beaucoup de produits financiers en fait sur la blockchain. Alors pour l'instant, on se finance pas uniquement grâce à ça, mais je pense que dans un futur assez proche, ces produits financiers seront suffisamment évolués pour que la boîte puisse se financer uniquement grâce à ça. Donc les produits financiers, pour vous donner un exemple, mais par exemple, on peut fournir de la liquidité aux places de marché décentralisées et eux nous rémunèrent sur la liquidité qu'on leur prête finalement. Donc c'est un peu comme du prêt en quelque sorte. Oui, d'accord. Donc, par exemple, si vous allez dans une place de marché décentralisée, ce que vous pouvez faire, c'est fournir de la liquidité. Vous fournissez des crypto-monnaies et à chaque fois que les gens vont faire des échanges entre, par exemple, du Bitcoin et du RLC pour ensuite aller
utiliser le RLC dans la place de marché, ben là, il va y avoir des frais de commission qui vont être pris et les frais de commission rémunèrent les gens qui ont fourni la liquidité. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien à l'heure actuelle et c'est assez rentable. D'accord, ça c'est une activité de banquier, de trader basique, on va dire. Voilà, c'est un petit peu la particularité de la chose, effectivement, c'est que nous, quand on a créé ça, bon, on était des informaticiens, j'étais chercheur à l'INRIA, et effectivement, il y a toute une partie qui est une partie informatique, et puis il y a toute une partie, carrément une partie financière, avec des produits dérivés, des places de marché. Donc, je ne connaissais pas du tout, qu'on a appris à Ça connaître. répond à ta question? Oui, du coup, si je comprends bien, vous avez créé ce système pour donner, pas que, mais j'imagine, mais c'est ça qui donne de la valeur à votre monnaie, et en détenant la monnaie, le cours du RLC augmente, ainsi de suite, et donc c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Voilà, tout à fait. En fait, c'est un petit peu, c'est vrai, c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que la place de marché, elle est libre, elle est, comment dire, elle est destinée à pouvoir embarquer le plus de monde possible de la façon la plus ouverte possible. Mais comme l'émission de crypto-monnaie, elle est fixe, ben, il y a une sorte de, alors je crois que les économistes appellent ça la vélocité de la monnaie, mais ça, en fait, il y a des modèles économiques qui donnent une valeur minimale à la monnaie pour qu'effectivement elle puisse fonctionner par rapport à tous les échanges qui auront lieu. Et donc ça donne une sorte de valeur minimale. Et ensuite, puisqu'il existe un certain nombre de produits financiers dans l'univers des crypto-monnaies, nous, on peut après, par ailleurs, se financer grâce à ça. Voilà. C'est un petit peu l'idée, tout à fait. Une question, Gilles, totalement à l'opposé de la chaîne pour le gentil utilisateur. Le temps de calcul était à quel prix à Noël dernier par rapport à Amazon? Alors, donc ça, c'est une bonne question, mais le temps de calcul, ça va dépendre des fournisseurs, en fait. Oui, Donc mais là, pour justement, l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des machines. ce qui est connu, c'est que Amazon, juste avant Noël, coûte très très cher en termes de, enfin, les accès à AWS pour faire du calcul juste avant Noël ou juste avant le truc là, le 14 février, c'est quoi? C'est Chez les la Chinois. Saint-Valentin. On sait que c'est très très cher à ces accès-là. Est-ce que votre système qui justement permet de récupérer la ressource la moins chère, est-ce que vous avez regardé quelle était la variation de prix entre vous et un accès direct sur AWS? Alors, pour l'instant, la plupart des fournisseurs pour l'instant, les fournisseurs de puissance de calcul, en réalité, ce sont des partenaires et les partenaires ont des prix fixes qui sont plus ou moins en dessous d'Amazon. Bon, Amazon, c'est un petit peu la bande supérieure. Généralement, quand on est un fournisseur de cloud, on essaie d'être un peu moins cher qu'Amazon. Donc, on n'a pas vraiment pour l'instant de variabilité comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'heure actuelle, les cas d'usage d'iExec sont pas vraiment pour obtenir de la puissance de calcul moins chère par rapport à iExec, par rapport à Amazon. C'est pas le cas d'usage, euh, on va dire, le plus répandu pour iExec. À l'heure actuelle, ce qui est surtout intéressant, je pense, c'est on a plusieurs cas d'usage. En règle générale, pour l'instant, c'est pas une question de coût. On vient pas sur iExec parce qu'on veut les coûts les moins chers. On vient sur iExec parce que actuellement, c'est quasiment un des seuls paradigmes je veux dire, tout blockchain et hors monde blockchain, dans lequel on peut avoir à la fois de la confiance, c'est-à-dire la preuve que les choses se sont bien exécutées comme on voulait qu'elles s'exécutent. On peut avoir de la gouvernance, c'est-à-dire être capable de dire, OK, si moi j'ai une ressource informatique, que ce soit une application, une machine ou un jeu de données, par exemple, si c'est un jeu de données, ben, je peux dire clairement, je peux exprimer clairement quelle application sera capable de l'exécuter ou pas, quel type de machine je vais l'exécuter, enfin, quel type de machine va pouvoir accéder ou pas à ces données, et en particulier, est-ce que ça va être des machines qui ont ce mécanisme d'enclave. Et le troisième comment dire, problème qu'on résout, c'est un problème de confidentialité.
Donc, on va sur AEXEC parce qu'on dit, voilà, si jamais j'ai créé ce jeu de données, alors je peux dire, je ne veux pas que ce jeu de données, je veux être certain, je vais pouvoir exprimer le fait que ce jeu de données, où qu'il parte, il sera toujours encrypté et s'il est traité par une application, alors je vais être certain que cette application, elle a bien été préparée pour une enclave et elle ne s'exécutera que sur une machine qui est munie d'une enclave. Et j'avais vraiment une preuve sur la blockchain que toute cette chaîne de confiance est bien réalisée. Et donc, si jamais, par exemple, si jamais j'ai besoin d'un résultat, le résultat d'un calcul, eh bien, ce résultat, par exemple, je peux clairement spécifier que ce résultat, il a été encrypté, il a été produit de façon chiffrée, il a été produit de façon chiffrée dans une enclave, à partir de données qui ont été chiffrées et à partir d'une application dont j'ai la preuve que c'est bien cette application qui s'est exécutée. Et donc, on vient sur AEXEC par toute cette chaîne de confiance finalement. Et toute cette chaîne de confiance, elle est entièrement auditable sur la blockchain et on a des preuves cryptographiques de chacune des étapes du protocole. Donc, c'est plutôt pour ça qu'on vient, plutôt que pour avoir des ressources moins chères qu'Amazon. OK. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une dernière question qui est plutôt dans l'air du temps. Je vais associer réchauffement climatique et blockchain et voir est-ce que c'est green compatible. Est-ce que cette façon extrêmement sophistiquée, extrêmement précise qui lie la fiabilité, la traçabilité, la confiance, est-ce que ça entre en compétition avec toutes les procédures de sauvegarde de la terre en termes énergétiques, parce que c'est quand même énergétivore, je suppose, en tout cas c'est une supposition. Est-ce que c'est green compatible? Merci. Alors, il y a deux aspects à cette question. Il y a un premier aspect qui est est-ce qu'on va pouvoir, en utilisant la blockchain, créer des nouvelles applications ou des nouvelles façons de fonctionner qui vont permettre justement, par exemple, la transition énergétique. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui regardent l'utilisation des blockchains pour ça, justement pour être certain que quand quelqu'un prétend que dans son pack énergétique, il y a 30% de fournisseurs d'énergie renouvelable, mais on peut vraiment le vérifier. On a vraiment des preuves que cette assertion est vraie. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je pense que oui, clairement, c'est typiquement, ça sert à ça, quoi, j'ai envie de dire. L'émission de preuves, la création de preuves, l'enregistrement de preuves, que des choses correspondent bien à ce qui est promis. Donc, typiquement, c'est vraiment un des cas d'utilisation. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à l'utilisation de blockchain pour ça. Il y a un deuxième aspect. Il y a un deuxième aspect qui est les blockchains elles-mêmes. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont énergivores ou est-ce qu'au contraire, c'est un vrai gouffre énergétique? Donc là, le débat, il vient surtout du Bitcoin, en fait. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, quand on a créé le Bitcoin, donc il y a ça plus de 10 ans, pour que le Bitcoin marche, il faut qu'effectivement, un Bitcoin ait une valeur monétaire. Donc, quand les gens ont créé le Bitcoin, la façon la plus simple de le faire, c'était finalement de donner la façon la plus simple de donner une contrepartie économique au Bitcoin, c'était finalement de créer une facture électrique, de créer une facture électrique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'argent qui est passé dans l'électricité et c'est ça qui donne la contrepartie. Donc maintenant, je pense qu'il n'y a plus beaucoup je veux dire, 10 ans après la création du Bitcoin, il n'y a plus beaucoup de questions sur le fait de est-ce qu'une crypto-monnaie peut vraiment avoir de la valeur ou pas. Je pense que là, la question maintenant, elle est résolue, quoi. Quand on voit le niveau de capitalisation des crypto-monnaies, c'est absolument énorme. Donc maintenant, on peut créer des blockchains qui ne reposent pas sur l'idée de brûler de l'énergie, mais qui reposent sur l'idée de mettre en jeu des crypto-monnaies. Et là, évidemment, on n'a plus du tout ce problème de consommation énergétique. Donc, une crypto-monnaie comme, je ne sais pas, Ethereum, ça va être quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de nœuds qui vont fonctionner et qui n'auront aucun calcul cryptographique compliqué. Donc là, on a des systèmes qui, énergétiquement, sont beaucoup, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients, parce qu'on n'a même pas besoin de machines puissantes.
ça peut être des nœuds quelconques, et on parle de quelques milliers de nœuds, peut-être quelques dizaines de milliers de nœuds pour sécuriser pour sécuriser des transactions qui représentent des milliers, enfin des centaines de milliards de transactions. Donc, on n'est plus du tout dans le schéma de Bitcoin. OK. Bon, merci beaucoup. On a quand même bien débordé. Gilles, encore merci.